Par un dimanche après-midi ensoleillé, deux fidèles ont fait irruption dans le temple local en se disputant et en se tirant mutuellement par la barbe, tels deux chats en chaleur. Sous l'œil vigilant du prêtre local, ils sont apparus, s'insultant et soufflant de manière désespérée. « Assez !» dit le prêtre. Les deux belligérants se figeaient. Alors, que se passe-t-il? Après avoir repris un peu son souffle, l'un des protagonistes demanda poliment. « Abbé, que disent les Saintes Écritures à propos de la couleur? Le noir, par exemple, est-ce une couleur ?» Le prêtre réfléchit, et au bout d'un moment dit « Oui, oui, d'après les Écritures, le noir est une couleur, et le blanc, est-ce une couleur ?» s'exclama avec indignation l'autre interlocuteur. Après une nouvelle réflexion, le prêtre a conclu « Les écrits indiquent que le blanc est également une couleur. » Le deuxième personnage est devenu désespéré, et le premier a dit solennellement en s'adressant à son adversaire « Alors, vous voyez, même les Saintes Écritures affirment que je vous ai vendu un téléviseur couleur. » Bonjour à tous, amis, camarades, spectateurs occasionnels et réguliers. Aujourd'hui, nous parlerons de magie, de science et de religion. Je vais débuter par des définitions qui nous donneront des détails et une bonne compréhension des termes que j'utiliserai tout au long de mon récit. Dans le premier volet de la série sur Barchenko, j'ai soulevé un sujet crucial pour l'étude et la compréhension. Quels sont les véritables événements survenus pendant la réforme religieuse du patriarche Nikon, et plusieurs siècles plus tôt, à l'époque de l'arrivée du prince Rurik et de l'unification des tribus dispersées en un seul État? Pour comprendre, il est nécessaire de répondre à une question simple. Quelle est la première action d'un conquérant? La réponse est bien connue. Il détruit les temples du vaincu et place immédiatement les siens au même endroit. Vous pouvez remarquer, à juste titre, que cela n'a pas eu lieu pendant l'invasion mongole. Et même sous le régime de Hitler, pendant l'occupation du territoire soviétique, des églises orthodoxes ont été ouvertes. Les Romains aussi ont finalement accepté le christianisme. La réponse est simple. Hitler n'avait tout simplement pas eu à détruire les temples de ses adversaires, tout comme les Romains ou les Mongols, et j'espère pouvoir expliquer pourquoi. Examinons la question de plus près. Nous commencerons par une structure sous le nom général « temple ». Peu importe de quoi il s'agit en particulier, qu'il s'agisse d'une mosquée, d'une église ou d'une synagogue. Êtes-vous d'accord qu'un temple est une structure d'ingénierie complexe avec l'ensemble des méthodes d'action et les activités qui en découlent? Il me semble que la réponse est évidente. De plus, c'est également le dispositif acoustique le plus avancé, même dans les temps modernes, capable de moduler le son et de reproduire presque toutes les fréquences présentes dans la nature, y compris celles perçues par le cerveau humain, mais qui ne sont pas audibles par l'oreille. De plus, ce dispositif est en mesure de reproduire, transmettre et recevoir les fréquences. En termes simples, il s'agit des ultrasons et infrasons. Autrement dit, nous avons un générateur, un résonateur et un récepteur dans le même bâtiment. Nous n'énumérerons pas d'autres possibilités d'un temple maintenant, car nous entrerons dans le domaine de la recherche et perdrons l'essence de mon histoire. Arrêtons-nous là pour l'instant et entrons dans la tête humaine, ou plutôt dans ce qu'elle renferme, le cerveau. Permettez-moi de décrire le principe de son fonctionnement en utilisant mes propres termes. C'est dans le cerveau que les impulsions électriques sont reçues, générées, transmises et transformées. Les récepteurs sont notre système sensoriel. En fait, il ne s'agit que d'électricité et de chimie. Observons à présent le fonctionnement d'un synthétiseur analogique. Cet appareil musical reproduit des sons en utilisant un signal analogique. Un signal analogique est de l'électricité transformée. Dans le domaine de la musique, il sert à reproduire le son d'autres instruments et à produire de nouveaux sons tels que les bruits, les interférences et les pulsations sonores. En modifiant les paramètres d'un synthétiseur analogique, vous avez la possibilité de créer un son unique.
Le principal élément de l'instrument est l'oscillateur. Il s'agit d'un générateur qui génère une onde d'un certain type. Chaque onde a une fréquence et une amplitude spécifiques. Plus il y a d'oscillateurs, plus le son sera riche et profond. En termes simples, un oscillateur est un convertisseur. Est-ce que l'inverse est réalisable? Peut-on transformer le son en électricité? Absolument. Revenons à présent au dispositif connu sous le nom de temple, mais ajoutons-y les visiteurs. J'espère que personne ne contestera les faits qui démontrent qu'une grande partie de l'humanité adopte un comportement différent en entrant dans le temple. Appelons ces gens des paroissiens. J'espère que vous n'avez pas besoin que je liste tous les changements qui leur arrivent. Cependant, il faut admettre que les changements peuvent parfois être dramatiques. C'est ici que la religion fait son entrée dans notre temple. Encore une fois, peu importe quelle religion. Comme d'habitude, je ne donnerai aucune appréciation qualitative. Je fais une analyse impartiale des faits et rien de plus. Est-ce que la religion peut être vue comme la science du contrôle et de la programmation de l'esprit humain? Il me semble que la réponse est évidente. Intégrons maintenant un administrateur système sous la forme d'un prêtre qui démarre toutes sortes de rituels au bon moment et tout ce qui est associé, ce qui est principalement le code du programme. La seule différence réside dans la modification continue du code du programme. En réalité, c'est la seule distinction entre les croyances religieuses. Cependant, la quintessence est identique partout. C'est la raison pour laquelle les Romains, étant plus avancés que les autres peuples à cette époque, semblaient enchantés d'accepter un nouveau code. Rurik, toutefois, a suivi les programmeurs qui ont opté pour un code plus ancien, dans lequel, par exemple, Odin n'est pas un nom propre, mais plutôt une fonction administrative. En un mot, un régisseur. Ils avaient en leur possession une variété d'appareils mobiles astucieux, y compris les dispositifs qui agissaient sur la conscience. Des changements significatifs ont été apportés au programme déjà existant par le patriarche Nikon. Les anciens Incas, Mayas et autres Indiens d'Amérique latine sont devenus, pour la plupart, des adeptes du catholicisme, tout comme les habitants d'Afrique, qui sont devenus, pour la plupart, des musulmans. Tout dépend de l'endroit où certains programmeurs ont débarqué. En outre, lorsqu'on construit un dispositif connu sous le nom de temple, on tient toujours compte de son emplacement, et cela joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de ce mécanisme. Il me semble qu'il n'est plus indispensable d'expliquer pourquoi il y a autant de temples fonctionnels sur notre planète, et pourquoi leur nombre ne cesse de croître. Vous remarquerez, à juste titre, que ces techniques ne marchent pas pour tout le monde. Je suis totalement en accord avec vous, mais je tiens à souligner, sommes-nous au courant de toutes les techniques? On peut aussi affirmer, avec un niveau de confiance élevé, que certaines personnes ne peuvent pas du tout être influencées. En d'autres termes, leur comportement sous l'influence ne justifie pas les résultats attendus. Dans leur roman « L'île habitée », les frères Strugatsky, les célèbres écrivains soviétiques, ont baptisé ces personnes les dégénérés. De plus, ils ont donné une description détaillée de cette catégorie de personnes et leur place dans la chaîne alimentaire. Ce sont bien eux qui se trouvent en coulisses de notre théâtre, bien qu'il y ait un nombre beaucoup plus important dans l'auditorium lui-même. Des individus stupides font sauter les relais. Les plus intelligents essaient de s'introduire dans les coulisses. Les maîtres demeurent dans l'ombre. Bien entendu, à un moment donné, tous les dégénérés commencent à comprendre qu'il se passe des choses étranges autour d'eux.
Cependant, l'impact de ces tricheries sur la conscience de chaque individu est relativement faible lorsqu'on utilise des techniques de manipulation de masse. En revanche, les mesures ciblées contre un individu spécifique sont bien plus efficaces. Et dans ce cas, même les dégénérés ne peuvent pas résister. Le mot « théâtre » a été utilisé dans mon histoire pour une raison précise. Un incident de panique de masse est survenu dans un théâtre aux États-Unis. Dans une pièce d'horreur, le metteur en scène a demandé de reproduire les ondes sonores à une fréquence de 9 Hz. Grâce à la structure du théâtre, cela était faisable. Pendant la représentation, un grand nombre de personnes ont été prises de panique et se sont précipitées vers la sortie. En les observant, les autres individus pensaient que quelque chose d'effroyable avait vraiment eu lieu et se hâtèrent de les suivre. Par la suite, des expérimentations ont été menées sans l'utilisation d'infrasons. Pendant des spectacles effrayants similaires, des individus spécifiquement introduits dans la salle ont semé la panique et se sont dirigés vers la sortie. Mais sans infrasons, la foule ne les a pas suivis. On estime que la plage des fréquences la plus dangereuse se situe entre 6 et 9 Hz. Les effets psychotropes significatifs sont plus prononcés à une fréquence de 7 Hz, ce qui correspond au rythme alpha des vibrations naturelles du cerveau. Il devient impossible de travailler mentalement dans ce cas, car il semble que la tête soit sur le point d'être fragmentée en petits morceaux. Un son faible peut causer des nausées, des bourdonnements d'oreilles, une vision floue et une peur inexplicable. Ainsi, en modifiant la fréquence, vous pouvez obtenir des résultats différents et contrôler plus délicatement le comportement des individus, mais toujours dans la bonne direction. Par exemple, les signaux envoyés aux cellules et aux tissus à une fréquence de 285 Hz favorisent la guérison, provoquent une sensation de renouveau et de légèreté agréable dans le corps. La fréquence de 396 Hz vous libère des sentiments de culpabilité et de peur pour ouvrir la voie à des émotions de vibrations plus élevées. 417 Hz aide à résoudre les situations difficiles, à réparer l'ADN, à régénérer les cellules et à éveiller la conscience. 639 Hz est la vibration associée au cœur. Elle aide à effacer la distinction entre l'amour pour soi et pour les autres. Écoutez cette fréquence afin d'équilibrer les relations. 741 Hz est un signal qui nettoie et soigne les cellules des effets néfastes du rayonnement électromagnétique. Aide à augmenter les capacités de création de la réalité désirée. Prenez le temps d'imaginer les perspectives qui s'ouvrent, élargir les possibilités de créer la réalité souhaitée. C'est une perspective sympa, n'est-ce pas? Mais, vous avez remarqué, il y a toujours un mais. Souhaité par qui exactement? Ceux qui sont sous influence de cette fréquence ont déjà atteint le nirvana. Reste donc celui qui opère avec cette fréquence. À présent, je crois que c'est évident pourquoi les églises et les prêtres ont été détruits avec autant de zèle pendant et après la révolution bolchevique. On détruisait les installations et les opérateurs. Cela s'est poursuivi jusqu'à ce que le camarade Staline prenne le contrôle du pays. Ce n'est pas pour rien qu'il a étudié la théologie dans sa jeunesse. À mon avis, c'est comme s'il disait « Vous, camarades, continuez à travailler sur l'installation mobile, mais pour l'instant, j'utilise la méthode traditionnelle. » Il lui suffisait simplement de trouver les personnes adéquates, de leur expliquer le cours qu'ils devaient suivre, et c'est parti. Cela permettait de faire des changements rapides dans la société, à la différence de la machine d'État qui, bien qu'elle fonctionnait parfaitement, était soumise à des lois et des contraintes lourdes, ce qui pourrait entraîner un ralentissement considérable du processus. Toutes sortes de sectes se forment en recourant à ces méthodes. Leur objectif est toujours le même, l'assujettissement complet.
Néanmoins, leurs méthodes d'influence sont plus avancées et radicales. Tout État utilise simplement ces mouvements. Certains sont détruits tout de suite, tandis que d'autres sont étudiés pour apprendre de leurs méthodes. Il y a même des pays, comme les États-Unis, qui les cultivent, sous prétexte que le progrès ne doit pas être interrompu. Les sectes musulmanes se distinguent par leur efficacité remarquable. Ils sont capables de faire en sorte qu'un individu puisse, sans hésitation, outrepasser l'instinct fondamental du monde animal, l'auto-préservation. Toutefois, la science mondiale officielle n'est pas restée inactive. Les efforts pour créer un appareil mobile capable d'influencer la conscience de masse, à l'image d'un temple, n'ont pas été abandonnés. Et, au début du XXe siècle, il y a eu un bond en avant. Je ne saurais vous dire ce qui s'est exactement passé. Il y a 3 options. 1. C'est nous qui l'avons fabriqué nous-mêmes. 2. Nous avons réparé ce que nous avons découvert. 3. Dans la 3e option, nous disposons d'un appareil en état de marche. Je n'aurais pas songé à la 2e et à la 3e option, mais dans la biographie d'un personnage nommé Gleb Boki, un autre protagoniste de notre investigation, on trouve plusieurs faits très intéressants qui sont directement liés à notre enquête. Je vais vous en parler en détail dans le prochain numéro. L'histoire est tout à fait digne de la plume de Dan Brown. Les personnes qui ne connaissent pas le nom de Gleb Boki et qui manquent de patience trouveront tous les liens dans la description, comme d'habitude. Résumons. Il semble que nous ayons saisi le principe de fonctionnement des dispositifs fixes. Passons à présent aux installations mobiles. Pour ma part, je suis certain qu'elles existaient déjà au début du XXe siècle. Sous quelle forme? En fait, cela n'a pas d'importance. Cependant, ils présentaient un inconvénient majeur. Leur portée sur le terrain était extrêmement limitée. C'est précisément pour cette raison que Barchenko a été envoyé sur la presqu'île de Kola, afin de recueillir des informations sur un phénomène de contrôle psychique de la population autochtone connu sous le nom de mer Yachinye. Pas pour étudier, ni pour explorer quoi que ce soit, mais pour identifier tous ceux qui avaient cette technologie, gagner leur confiance, puis remettre les listes à l'agence de sécurité gouvernementale pour des investigations ultérieures. Alexandre Barchenko a accompli cette tâche avec brio. Toulénoïdes, c'est le terme utilisé pour désigner les chamans du peuple Sahami, et ceux qui étaient au courant de cette technique ont été arrêtés et condamnés. Il existe des preuves documentaires relatives à l'affaire Sahami. Le lien se trouve dans la description. Pour résumer, 15 personnes ont été exécutées et 13 personnes ont été condamnées à 10 ans de camp. Et cela ne concerne que l'affaire Sahami. Je ne parle même pas des expulsions massives des habitants de la région. Durant cette période, tous les explorateurs de la péninsule de Kola ont été arrêtés. Un grand nombre d'entre eux ont été exécutés ou incarcérés pendant une longue période. La participation d'Alexandre Barchenko a été déterminante dans tout cela. En fait, c'était ça, son travail. Dans cette vidéo, je ne vais pas présenter d'exemples de tests d'utilisation des appareils mobiles, même s'ils existent et sont évidents, afin que vous puissiez trouver par vous-même des exemples de leur utilisation. Néanmoins, je vais évoquer un fait intéressant de la biographie de Lev Sergueïevitch Termen. Il est connu dans le monde entier comme le créateur de l'un des premiers synthétiseurs analogiques de l'époque, le térémine. En mars 1922, Lev Termen et un membre du collège des commissaires du peuple, Akim Nikolaev, se sont rendus au Kremlin pour rencontrer Vladimir Lénine et faire une démonstration de l'instrument. Lev Termen, après avoir interprété personnellement l'étude de Scriabine, le signe de Saint-Saëns et l'alouette de Glinka, assista Lénine à jouer du térémine. Il s'est rapidement avéré qu'il était capable de jouer seul. Sans l'assistance de l'inventeur, Lénine a fini l'interprétation de l'alouette de Glinka. De plus,
Lors de cette réunion, il a été observé qu'une alarme utilisant un relais spécifique dans la signalisation du Kremlin pouvait fonctionner selon les mêmes principes que celui d'un térémine. Lénine a exprimé son vif intérêt pour les perspectives de l'invention dans une lettre adressée au commissaire du peuple aux affaires militaires, Léon Trotsky, le 4 avril 1922. Citation. « Discuter s'il est possible de réduire le devoir de garde des cadets du Kremlin en introduisant un système d'alarme électrique. Un ingénieur, Lev Termen, nous a montré ses expériences au Kremlin. » Pour conclure, je vous conseille vivement de lire la biographie de Lev Termen, alias Léon Térémine. Un grand merci à tous pour votre attention. À bientôt et portez-vous bien.